Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe que soit aujourd'hui Bara Ndiaye. Bara Ndiaye est entrepreneur et consultant en innovation technologique en France depuis 12 ans. Il a conçu de grandes marques européennes dans les stratégies d'innovation numérique et digitale. Et surtout, il travaille dans la diaspora sénégalaise qui est très forte à l'étranger, en France et partout en Europe et aux États-Unis. Cette diaspora a joué un rôle important dans l'élection du président de la République, le nouveau président. Bara Ndiaye, quelles sont les attentes de la diaspora par rapport au nouveau régime qui s'est mis en place? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission pour parler de ces sujets importants. Qui dit diaspora dit jeunesse sénégalaise. Effectivement, la diaspora a joué un rôle très important dans l'élection du président en termes de mobilisation, en termes de contribution et en termes d'attente et de veille aussi. Les attentes sont fortes, c'est-à-dire que le premier élément, c'est un changement. C'est un changement notoire parce que, comme vous le savez, la diaspora que nous représentons, nous envoyons 2000 milliards par an, c'est-à-dire l'équivalent du 5e du budget de l'État. C'est-à-dire une forte contribution. Et la diaspora, on peut l'identifier comme un élément essentiel et incontournable, c'est un régulateur social. Si la diaspora n'envoie plus de l'argent, il y aura une forte crise en local. Donc il faut nous considérer aussi, parce qu'on est loin, notre pays nous manque, nous suivons les choses de près comme de loin, parce que ce qu'on dit, par exemple, ce qui se passe le matin à Dakar, arrive à Paris le soir. Donc c'est le changement, la création d'emplois pour limiter l'immigration qui souffre de l'autre côté, parce qu'il y a une immigration non qualifiée qui quittait le pays par désespoir. Ce n'était pas de l'impolitesse, c'était du désespoir. Donc cette immigration n'a pas trouvé d'emploi. Donc la diaspora s'est mobilisée pour, en tout cas, aider ces jeunes-là à leur arrivée. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, avec un groupe de travail, nous avons créé le collectif Diaspora Debout. Nous sommes forts de 1200 adhérents et on accueille les étudiants. On est en train d'initier des programmes de mentorat et on connecte les entrepreneurs de la diaspora. C'est l'initiative que j'ai prise avec mon groupe de travail. C'est-à-dire que tous les entrepreneurs et les personnes de talent, les sportifs et autres, on les a mis ensemble et on ambitionne de les faire échanger en termes de business. Et l'autre aspect de cette diaspora-là, c'est bien sûr ce qu'on a créé au niveau de la France, qui va se généraliser dans le monde, c'est notre souhait, c'est de faire promouvoir la culture sénégalaise également. Parce que c'est très important que les gens sachent ce qu'est le Sénégal, quelles sont nos cultures diverses, bien sûr, et riches, etc. La question cruciale, c'est la création d'emplois. Surtout au Sénégal, vous l'avez dit, la diaspora, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui prennent les bateaux, qui vont en Espagne, mais sans qualification. Quand ils arrivent sur place, ils n'ont pas de qualification. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? L'idéal, c'est qu'ils ne partent pas, c'est créer de l'emploi ici en local. Comment? D'accord. Comment? C'est très simple, dans les domaines divers. C'est-à-dire que la formation qui se passe aujourd'hui au Sénégal doit être accentuée, la formation professionnelle. Il y a des entreprises qui viennent exploiter notre gaz, notre pétrole, qui viennent implanter le TR, le BRT. Ces entreprises-là, dans notre vision, ne doivent pas venir implanter avec leurs ingénieurs, nous vendre leurs produits, le réparer quand ça tombe en panne et partir chez eux. Il faut que nos gouvernants soient assez, on va dire, poignants, soient assez exigeants, pensent à l'avenir de leur jeunesse en leur demandant un transfert de connaissances, un transfert d'expérience, un transfert de compétences dans les exigences des cahiers des charges. C'est ce que les Chinois font. Et c'est ce que d'autres pays du Golfe font aussi. C'est pour ça, comme ça qu'ils capitalisent pour pouvoir avoir le professionnalisme en local. Et ces jeunes-là, s'ils sont formés par ces entreprises-là, qui doivent investir dans ces programmes-là, de façon obligatoire encore une fois, parce qu'il faut savoir se faire respecter dans ce monde d'aujourd'hui. Et j'apprécie le discours du président Diomaye quand il dit qu'on va définir des partenariats d'égal à égal. C'est ça, en fait. Nous, au niveau de la diaspora, nous ne sommes pas complexés. Et nous sommes des acteurs qui voulons nous impliquer pour contribuer à ces négociations-là, à ces changements-là. Parce que c'est un monde win-win et il faut impliquer toutes les forces qui sont en local et les forces qui sont dans la diaspora. On a vu le rôle essentiel que joue la diaspora asiatique et Inde, aux États-Unis, aujourd'hui en France. Ça fait que la plupart des gens, quand ils vont à l'extérieur, ils ont le temps d'apprendre. Et quand ils apprennent, ils reviennent. Le problème du Sénégal, la diaspora, elle revient des fois, elle est déçue, elle retourne. Ou bien si elle revient, elle a des problèmes d'insertion. Effectivement, ce que vous dites est tellement juste et la question est tellement pertinente. Parce que moi-même, je l'ai vécu. J'ai entrepris au Sénégal et j'étais déçu. N'empêche, je suis encore courageux, je suis animé de courage et de patriotisme pour revenir dans mon pays. Mais pourquoi vous avez été déçu? Parce que, en fait, j'ai rencontré des problèmes de gestion, des problèmes de qualification et tout ceci revient aux problèmes d'emploi. Ça, c'est une chose. Et puis, l'État doit faciliter aussi, comme l'Inde l'a fait, parce que moi, je côtoie la diaspora indienne qui s'appelle Global People of India. Ils m'invitent à chaque cérémonie. Du coup, ça m'a même inspiré pour créer le mouvement Diaspora Sénégalaise Debout, le collectif Autant pour moi. Donc, c'est pourquoi? C'est pour créer, fédérer, créer une synergie
économique, culturel, et comme ça, si on le brasse et on invite d'autres diasporas, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se détache de l'esprit colonial qui révolue maintenant. Donc, on est toujours en phase avec le discours du président de la République. Donc, effectivement, la diaspora marocaine, elle est forte, indienne, elle est forte. Nous, on initie la diaspora sénégalaise qui n'est pas du tout politique, mais qui est une diaspora économique et constructive et qui unit. Il s'appelle Diaspora sénégalaise Debout, et la plateforme, tous les membres de la diaspora peuvent s'y inscrire. Mais pourquoi la diaspora indienne ou la diaspora asiatique ou marocaine arrive à réussir à faire des choses alors qu'avec la diaspora sénégalaise, c'est difficile? Alors, ce qui est simple, c'est qu'on avait une diaspora partisane. Si vous avez la carte de l'ancien parti qui était au pouvoir, vous êtes une diaspora mais dédiée à ce parti-là. Les autres se disent, nous sommes étudiants de l'autre parti politique, ça ne marchera pas. Et donc moi, j'ai pris l'initiative de fédérer ces diasporas-là en leur disant, c'est très simple, on va créer un networking, un espace de mentorat où on regroupe les étudiants qui viennent, on les accompagne pour les enrichir et leur éviter des pièges qui sont tendus de l'autre côté. Et nous qui avons vécu, moi personnellement, le plafond de verre, parce que j'étais cadre avant d'être entrepreneur, d'accord, pour faire du conseil, j'étais découragé parce que je voulais être vraiment un grand dans mon domaine de la transformation numérique et digitale, mais j'ai buté sur le plafond de verre. Du coup, je me suis mis à mon compte à un moment donné. Et là, j'étais satisfait. Et donc, c'est pour éviter tous ces pièges-là qu'il faut mentorer les jeunes, les accompagner. Et les chefs d'État, quand ils viennent, il faut qu'ils nous voient en tant que diaspora qui produit et non pas diaspora de mon parti. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrivait pas à le faire. Maintenant, je crois que la vision, elle est assez claire. On va converger vers ça et éventuellement produire davantage et contribuer à des projets en local aussi. Mais comment faire justement pour arrêter ces divisions politiques au Sénégal depuis assez manichéen, soit vous êtes avec moi ou contre moi, soit vous êtes de l'autre côté, de l'opposition des pouvoirs. Ça se reflète même dans la façon dont la diaspora travaille. Oui, ça se reflétait, comme je l'ai dit, il y avait une diaspora partisane. Maintenant, avec ce qu'on a créé, collectif diaspora sénégalaise Debout, on est debout pour faire, on est debout, ça veut dire qu'on est en action. On veut faire changer les choses, on veut unifier les diasporas, on veut réunir les talents et on y travaille. Et il faut que les États aussi, quand ils viennent nous voir, les hommes d'État, nous consultent comme une sorte de think tank, comme une sorte de source de matière grise, de matière de ressources humaines pour qu'on facilite en tout cas le retour au pays. Parce qu'on adore notre Sénégal et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je viens participer au changement et on est contributeur. Et il faut que les gouvernants soient vraiment informés par rapport à ça et qu'on puisse... Parce que moi, par exemple, personnellement, j'ai été dans un grand projet à un moment donné de digitalisation, je l'ai piloté au niveau européen, le projet de digitalisation du circuit de communication du code pénal français. Donc c'est moi qui ai piloté tout ça en Europe, dans le groupe Lefebvre-Sarru, qui est un groupe d'édition juridique. Vous savez, il y a un Sénégalais qui est assis devant vous, qui a piloté toute cette digitalisation-là pendant 4 ans. Le code pénal français, c'est pas n'importe quoi. Et chez moi, je suis inutile. C'est inadmissible. Pourquoi les gouvernants ne vont pas chercher tout ça? J'ai travaillé pour des grands comme Nestlé, comme Coca-Cola, comme PMU France, où je ne faisais pas la petite main. J'étais chef de projet, pilote de projet. J'ai travaillé pour L'Oréal, le luxe et Chanel. J'étais le chef de projet au niveau Europe de tout ce qui est communication multicanal et du marketing et de la connaissance client. Donc il y a des Sénégalais qui sont plus talentueux que moi. Il faut juste aller les chercher et puis leur demander de contribuer et faciliter leur insertion. Justement, comment faire pour réunir ces Sénégalais, ces compétences, qu'ils soient à l'extérieur, soit en France, aux États-Unis, un peu partout, pour qu'ils puissent être une force de proposition et même influer sur l'avenir du pays? L'objectif de notre mouvement, c'est ça, c'est d'être influent et puis de contribuer. Mais comment faire pour les chercher? La question est pertinente, c'est-à-dire qu'il faut montrer aux Sénégalais que la politique du népotisme, c'est fini. La politique qu'on doit imposer et faire valoir, c'est la méritocratie. Je suis capable, je peux le faire, on vous teste, on cherche des références pour voir si ce que vous dites est vrai et on va avec vous. Et on crée les conditions d'accueil, parce que ça c'est important aussi. Absolument. Si les conditions d'accueil, moi je suis payé 10 000 euros en France, si on me dit on te paye 1 500 euros et que ton chef, tu sais que tu es beaucoup plus compétent et qualifié que lui, ça va être compliqué. Et ça, c'est un aspect. Ça a été toujours un gros problème au Sénégal pour la diaspora. Elle avait un niveau de vie à l'extérieur. Quand elle revient au Sénégal, elle est dans une situation qui ne la permet même pas de s'en sortir. Il y a les enfants qu'il faut nourrir, il y a la famille qu'il faut tenir. Il y a ces propositions tout est faites. Certains sont venus, ont testé le terrain, on sont retournés. Effectivement. Pourquoi? Parce qu'aussi, quand on est de la diaspora, il faut être patriote, il ne faut pas se dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai gagné 10 000 euros en France, si je rentre, je veux 9 500 euros. Non, il faut se dire que je m'adapte au contexte sénégalais. Mais aussi, il faut que le contexte sénégalais puisse reconnaître ses talents, puisse vous accompagner à vous installer et même aller au-delà. Il faut initier des programmes d'insertion des membres de la diaspora qui veulent entreprendre, par exemple. On construit, l'État doit construire ou louer des endroits
les équiper en disant ça c'est le pôle Invest de la diaspora. Ce que l'Inde a fait, je l'ai visité. Et c'est-à-dire que quand on a un pôle Invest, on sait que dès que j'arrive, j'ai un bureau qui m'attend, que je peux louer à coût moindre, j'ai des taxes que je vais payer à coût moindre, j'aurai un téléphone installé, une climatisation. Là, je suis motivé. Mais si je dois venir déposer un dossier, monter ma société, chercher un loyer, l'équiper, après trouver des employés qui peuvent être plus ou moins fiables, c'est compliqué. Donc tout ceci, ça fait partie du changement. Donc le changement, ce n'est pas juste du verbe, c'est carrément des actions structurées, communes, pour créer cet environnement-là. Vous pensez depuis 60 ans que le Sénégal a subi un seul système où l'élite se reproduit, s'accapare les biens du pays. Vous pensez que c'est facile de changer les mentalités comme ça? Ah oui, oui, oui. Moi, Quel est le travail qu'il faut faire pour ce faire? Alors ce travail, c'est le travail de ce que j'appelle en Wolof des Reukai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée des business angels, des entrepreneurs, des golden entrepreneurs qui ne sont pas issus du parti du pouvoir. C'est-à-dire que des Sénégalais partis de rien, from scratch comme on dit, et qui ont mis le pied à l'étrier, qui ont gravi les différents échelons et qui ont émergé par la force du travail. C'est ça l'exemplarité, et qui n'ont pas de carte politique. Et si un pays arrive à créer des golden entrepreneurs, ça veut dire que ce pays est dans la voie de l'émergence. Et si dans un pays, tous ceux qui sont riches et à l'aise sont des membres du gouvernement, du pouvoir en place, ça n'incitera pas la diaspora à revenir, ça n'incitera pas les jeunes à réussir, parce que les jeunes vont se dire, au lieu de travailler, au lieu de me former, d'être qualifié, je vais faire de la politique pour m'enrichir rapidement. Il ne faut pas que la politique soit le levier de l'enrichissement. Il faut que la politique serve le peuple. Et ça, c'est important. Vous avez parlé tantôt de votre compétence dans la digitalisation. On a entendu le discours du président de la République dire qu'il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin dans la digitalisation. Et aujourd'hui, à travers le monde, on sait que c'est là-bas, dans la nouvelle économie. Comment on peut faire la digitalisation du Sénégal? Aujourd'hui, vous avez posé des questions fondamentales. L'état civil au Sénégal est dans une situation lamentable. Les Sénégalais n'arrivent pas à avoir le carte d'identité à temps, même leur bulletin de naissance, ça pose beaucoup de problèmes. Comment mettre en place ce projet au Sénégal? Alors, moi qui ai suivi et piloté les projets de digitalisation du Code pénal français, c'est pas n'importe quoi, chez Dalloz. Alors, ce qui se passe, c'est que pour cela, c'est assez simple. De mon point de vue, il faut mettre les bons hommes aux bonnes places et qui ont de la vision. Franchement, je suis un peu déçu de la manière dont la digitalisation est gérée au Sénégal, en tant qu'expert. Pour faire des extraits de naissance, c'est un processus informatique assez simple. Ça devrait exister depuis des années. J'en parle, mais je n'ai pas été écouté malheureusement. C'est-à-dire qu'il faut que chaque Sénégalais puisse avoir son registre, numéro de registre et l'année de naissance. Et c'est simple. On crée des formulaires en informatique, qu'on expose en ligne, on rentre son numéro de registre, on paye par Orange Money ou un autre moyen de paiement le timbre fiscal et on l'imprime. On n'a pas besoin de quitter Rufisque, Thiès, Louga pour aller dans un centre-ville. On n'a pas besoin de quitter Guédiawaye pour aller au centre de Dakar. C'est très simple de faire ça et ça ne coûte pas des milliards. Il faut juste mettre les bons hommes qui ont la vision aux bonnes places. Extrait de naissance, un étudiant doit le télécharger dans sa chambre. Et alors, l'avantage, c'est que ça permettra d'éviter la corruption. C'est-à-dire que le timbre que l'agent enlevait d'ici, qu'il mettait là, on paye un timbre électronique qui a un ID et c'est fini. Mais ça demande quand même des moyens, l'installation. Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de formation. Mais aujourd'hui, on a un data center national. Oui. Pourquoi ce data center national n'abriterait pas les données de l'ensemble des mairies qu'on va collecter? C'est pour ça que je parle de vision. Il faut collecter déjà, pour pouvoir produire du numérique et du digital, il faut collecter l'information, la structurer, d'accord? Une fois qu'on l'a structurée, on l'indexe. Une fois que c'est indexé, on le divise en plusieurs blocs. Qui est qui fait quoi, et à partir de là, c'est assez simple. Ça, c'est le premier élément. Mais par exemple, le Sénégal numérique, ce qu'ils doivent penser pour numériser le Sénégal, c'est avec l'e-administration. L'e-administration, chacun doit avoir accès à des services de l'État. Et pour ça, encore une fois, il faut recenser la donnée, la structurer, d'accord, et l'indexer. Après, on le divise en pôles. Une fois que ça s'est fait, la digitalisation va glisser en chantier parallèle. Pourquoi je dis ça? Parce que pourquoi on ne créerait pas au Sénégal, par exemple, un grand technopôle où on fait du développement pour des applications de la fintech pour transfert d'argent. Au lieu d'avoir Orange Money ou autre, on se dit toujours, ça c'est Sen Money. Sen Money pour Sénégal Money. C'est des applications développées par des jeunes Sénégalais qu'on va former, d'accord, et qu'on va donner, à qui on va donner une certification au bout de cette formation. Dans ce pôle-là, c'est pour la fintech. Dans l'autre pôle, on fait l'agrotech, une application développée par des Sénégalais qui se forment pour développer qui recense toutes les données liées au système agricole
qu'on va produire pour ce secteur-là. De l'autre côté, on fait pharmatech. C'est-à-dire que dans le pôle, dans le technopôle, on fait fintech, agrotech, pharmatech et après service tech. Service, c'est l'ensemble des services dont on a besoin en ligne. Ça fait 4 pôles dans le processus de digitalisation où les jeunes seront certifiés avec un 5e pôle qui va être un pôle de testeurs qui vont tester, ce sont des fonctionnaires embauchés. C'est-à-dire que là, je parle en plus de création d'emplois. On parle de services, d'applications et de création d'emplois. Si on cumule le tout, on a une vision numérisée. Et on peut faire de l'administration facilement parce que dans tous les pôles, on a développé de la finance, de la pharmatech, de l'agrotech et du service. Oui. Et il y a des gens qui testent, qui sont embauchés par l'État et on en forme des vagues et des vagues. Et au bout de 5-6 ans, le Sénégal pourra rejoindre certains niveaux. Oui, parce qu'il y a des jeunes Sénégalais quand même qui sont très ingénieux. On a vu pendant la Covid, la plupart d'entre eux ont créé des applications, même des robots qui marchaient. Mais après, les gens pensaient qu'au Sénégal, qu'après Covid, il y aura une ruée, une formation de plus en plus accentuée pour permettre aux jeunes de faire ça. Mais après, tout est tombé à l'eau. Alors, tout est tombé à l'eau parce qu'il faut créer ce qu'on appelle des incubateurs ou des technopoles. Comme je dis, dans un technopole, on crée beaucoup de blocs. Hein. Et s'il n'y a pas d'incubateur, s'il n'y a pas un grand technopole qui coiffe tout ça, bah écoutez, on ne peut pas avancer. Parce que dans ça, il faut que l'État injecte aussi une partie de recherche. D'accord? Un investissement dans la recherche. Sans recherche, on ne peut pas aller loin. Et dans cette recherche-là, on implique même les universitaires, les professeurs d'université. Parce qu'ils ont des idées géniaux. C'est-à-dire que ces professeurs-là, ils font avec ce qu'ils ont. Mais s'ils nous donnent ce qui se passe dans leur tête comme structuration de leurs travaux, on peut matérialiser des applications qui leur permettent d'accéder à des contenus et de travailler facilement et d'échanger avec leurs étudiants très facilement. Et tout ceci, moi je le dis en tant que Sénégalais, expatrié, mais qui aime son pays et qui veut faire avancer les choses. Donc si on y met un peu de bonne volonté, on y arrivera. Et ce n'est pas utopique du tout ce que je dis. Et ça ne vaut pas autant de milliards. C'est des milliards, bien sûr, mais par jalon, on va s'en sortir. Hein. La diaspora sénégalaise joue un rôle extrêmement important dans la tenue du pays. Elle envoie 2000 milliards par an, elle participe aux dépenses quotidiennes. Mais on voit que la diaspora investit beaucoup plus dans l'immobilier que dans d'autres projets. Comme l'agriculture, même dans l'immobilier, il y a des mésaventures qui font que la plupart d'entre eux ont du mal à venir investir. Effectivement. Alors, pourquoi dans l'immobilier? Parce qu'on se dit, au moins, c'est figé, c'est sédentaire, c'est du solide. Et je peux le contrôler. Je n'ai pas d'employé qui part, qui sort. C'est un immobilier. À la fin du mois, je touche mon loyer. Parce que la diaspora a eu beaucoup de mésaventures pour certains. Et du coup, en termes de masterclass, on peut se dire que chacun peut raconter sa story. Chacun peut raconter ce qu'il a vécu. Par des fois les proches, par des fois une méconnaissance du marché aussi, et par un manque de structuration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'État met en place des édifices, des éléments qui permettent à la diaspora, je veux investir, je dois créer mon entreprise en 2 jours, j'arrive, il y a des locaux dédiés à ça, baisse de TVA en plus, et puis tous les éléments en termes d'équipement. Je rentre dans un bureau où il y a un ordinateur, une imprimante, un espace de coworking, etc. Le temps de me mettre en couleur locale, si je peux me permettre de dire ça. D'accord? Et à partir de là, ça facilite la vie. Sinon, la diaspora se dit, n'y allez pas, j'ai eu une mauvaise expérience, je vous le déconseille. En plus, tu n'auras pas de subvention, parce que l'État ne subventionne que ceux qui ont la carte de son parti. Avec le mindset, avec le discours du nouveau président, espérons que tout ceci va changer. Et même mettons en place des hommes qui vont faire des appels à la diaspora pour leur dire, venez, on vous met ces gages-là, on va participer au changement et on va le changer ensemble. Parce que le Sénégal sera bientôt un pays gazier et pétrolier. Si on se fie des informations qui avaient été données par le ministère du Pétrole, à partir du mois de mai, le premier baril sera mis sur le marché. Qu'est-ce que la diaspora justement peut faire sur ce secteur qui est assez porteur, où il y a des milliers d'emplois et une chaîne de valeur énorme? Alors, dans ce cas, il faut déjà de la transparence. On ne parle plus de transparence au niveau des contrats parce qu'on a entendu beaucoup d'éléments là-dessus, mais de la transparence en nous disant, c'est encore une fois, c'est une volonté politique d'État et de transparence. Il faut dire que dans le domaine pétrolier, d'accord, et des produits dérivés, nous sommes capables de créer, d'avoir tant de barils par jour, de créer en termes de produits dérivés tant de quantité ou tant de tonnes de n'importe quoi, de chaises de jardin qui sont créées à partir exactement de l'engrais ou autres. Et à partir de là, on se dit, ça va créer 1000 emplois ou 2000 emplois par tranche d'année. Mais si on n'a pas cette vision-là, si la diaspora ne voit pas cette projection-là, si on nous dit juste on va avoir 18 000 barils par jour, ça va générer 14 milliards, bah nous c'est ce qu'on entend à la télé.
on emploie des milliards à longueur de journée, on ne sait pas à quoi ça sert, et le pays ne se développe pas, il faut être honnête. Le pays ne se développe pas. Il faut développer le pays en étant transparent, en faisant des projections et en structurant les différents domaines, d'accord, pour qu'on puisse avoir de la visibilité et avoir envie et se dire, bon, sur les 1000 emplois qui peuvent être générés par le pétrole ou les 5000, moi j'ai fait des études dans ce domaine-là. Si je rentre, il y a une plateforme déjà pour revenir à la digitalisation et l'innovation où on dépose les CV. Je dépose mon CV, je suis contacté et puis le processus suit son cours. Je pourrais être embauché pour être ça. Et c'est ça qu'on attend. Et c'est ça que l'ensemble des Sénégalais même attendent. Est-ce qu'il n'est pas possible aussi d'organiser une grande réunion de toute la diaspora sénégalaise ici au Sénégal, rencontrer de nouvelles autorités pour leurs orientations, discuter sur ce qui doit être fait? Alors ça, c'est très bien ce que vous dites. Justement, ça fait partie des objectifs du collectif Diaspora Sénégal Debout. Alors, encore une fois, il faut aussi nouer des partenariats. C'est-à-dire qu'il faut que l'État nous dise, bon, je vais prendre en charge, parce que moi, je peux payer mon billet, mais c'est pas tout. Parce que dans le collectif Diaspora Debout, moi, j'ai des tailleurs qui sont à Barbès, qui sont venus adhérer. D'accord? Il y a des cadres supérieurs, des entrepreneurs, il y a des chauffeurs de Uber, et c'est tout ça, c'est éclectique en fait. Mais il faut que l'État aussi joue le jeu et il nous écoute pour après mettre en œuvre ces actions, ces doléances. Il ne faut pas juste le faire pour la photo. Il faut qu'on fasse du vrai. Il faut qu'on ait des Royukai au Sénégal. Oui. Des exemples. Sinon, on ne s'en sortira pas. Le Rwanda, que je suis de très près, en 1984, ils prenaient des machettes, des haches, ils se coupaient la tête. Mais allez au Rwanda, vous allez pleurer. On ne pisse même plus dans la rue. Ici, un chauffeur d'un moyen de transport peut s'arrêter vite, aller faire son petit besoin. Mais au Rwanda, c'est vert, c'est humain, c'est développé. Et ils sont dans le réel, dans le concret. Bon, après, il y a des problèmes démocratiques comme tous les pays, mais ça, c'est un autre sujet. Le pouvoir en place a essayé de l'initier, mais ce n'est pas allé loin. Le bureau économique? Oui, c'est pas allé loin. Maintenant, j'espère que nous serons entendus déjà par le pouvoir actuel et que la démarche, parce que quand on est président, quand on est un gouvernement, on est un gouvernement de tous les Sénégalais. Oui, absolument. D'accord, de son bord et des autres partis d'opposition ou peu importe. Et il faut initier ça, il faut y aller et comment on appelle ça encore, élire ou désigner, autant pour moi, des leaders pour qu'ils puissent émulser ça en fait. Et on est preneur, on est partant et c'est une grande frustration d'être cadre de la diaspora et de se dire chez moi c'est fini, c'est bon, j'en veux plus. Ouais. Au-delà de la diaspora sénégalaise, il y a aussi la diaspora noire. De façon globale, on voit que de plus en plus des Africains américains veulent revenir en Afrique. Il y en a quelques balbutiements au Ghana. Au Sénégal, il y a eu un petit mouvement qui ne s'est pas poursuivi. Est-ce que aussi cette diaspora-là, c'est une force sur laquelle les gens peuvent compter? Oui, alors oui, pourquoi? Parce que par exemple, le fait d'unir les diasporas, c'est-à-dire qu'on va faire des échanges inter-diaspora et que l'expertise et l'expérience et le partage qu'on va faire nous permettront. Parce que ce qui me fait rire des fois, c'est que je suis en France, des fois où je participe à des débats, où on m'invite dans des think tanks, et je rencontre des spécialistes de l'Afrique, qui n'ont jamais presque mis les pieds en Afrique, qui ont juste lu des choses quelque part. Et donc ces diasporas-là, il n'y a pas mieux décodeurs que ces diasporas-là, parce que personne ne connaît mieux que nous nos codes et les codes de l'Occident, parce qu'on les connaît aussi. Et donc ces diasporas-là peuvent être fédérées, et c'est pour ça que le rêve de Nkrumah et autres, Amical Cabral et autres, était intéressant. C'est-à-dire une grande Afrique unie. Et il faut qu'on le fasse. L'Europe est unie. L'Afrique, on a vu ce qui s'est passé avec la CEDEAO, avec le Mali, le Niger, le Burkina, etc. Il faut que ça cesse. Il faut que cette jeunesse-là, en tout cas, apprenne des erreurs de ce qui se passe pour mieux se construire et être un grand continent. Est-ce que ce travail interdiaspora peut aussi intéresser de grandes figures comme Barack Obama, qui est d'origine kenyane, bien qu'il soit un Américain, si ça peut avoir une fibre comme des personnes à contacter, à lever des fonds, à aider un peu à faire avancer les choses avec sa fondation. Effectivement, moi par exemple, j'ai tenu une conférence à Paris le 14 mai à côté de Barack Obama parce qu'il était venu pour ce qu'on appelle le Power Earth Summit. D'accord ? Ça parle des énergies renouvelables, des protections de l'environnement et de la nature. Ce sont des enjeux énormes. Les énergies renouvelables. J'étais même un peu frustré que ce soit Barack Obama. Bien sûr que c'est une icône qui porte ce sujet. Ça devrait être un président africain qui devait le porter, ce sujet. Donc j'ai fait une conférence pour parler des financements et des apports des énergies renouvelables en Afrique, parce que c'est énorme ce que ça peut nous apporter, d'exploiter la force de la houle marine, d'exploiter la force du vent
qui est en bord de mer et la force du soleil qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on devait être autonome en énergie au lieu d'acheter des centrales à turbines ou qui consomment des énergies fossiles encore. C'est inacceptable. Et l'apport des énergies renouvelables, c'est qu'il y a moins de maintenance, il y a moins de détérioration de notre environnement naturel et il y a un bel avenir pour nos enfants et c'est générateur aussi d'emploi et d'entrepreneuriat. Parce qu'on importe aujourd'hui les panneaux solaires. Mais pourquoi ne pas dire à nos fournisseurs chinois, déjà il faut les diversifier, chinois, indiens, français et autres, vous venez chez nous, ok, vous nous vendez, ok, mais vous mettez en place des centres de formation. Vous nous formez. Transfert de technologie. Exactement, transfert de technologie, transfert de compétences, de connaissances et certification. Dans 5 ans, on aura des entrepreneurs sénégalais qui eux-mêmes pourront produire ces éléments-là et le pays sera, ils équiperont fièrement le pays de panneaux solaires qui vont nous permettre d'avoir de l'énergie propre et garder un air sain, pas de pollution, moins de pollution, et pour nos enfants et pour le futur. Macron et les autres présidents, mais tout ce qu'ils font dans le monde, c'est qu'ils pensent à leur avenir, l'avenir de leurs enfants. Il faut que nos élites, il faut que nos dirigeants se mettent dans la peau. Qu'ils soient dans la prospective. Exactement. Il faut se projeter. Il y a 2 choses qui permettent de développer un pays. Vision et projection et travail. Et trouver les bons partenaires, les diversifier. Merci. Merci infiniment à Bara Ndiaye. Je rappelle que vous êtes entrepreneur et consultant en innovation technologique en France depuis 12 ans, que vous avez conseillé des grandes marques européennes dans les stratégies d'innovation numérique et digitale. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir. Merci.